Bonjour et bienvenue à la grande interview. Notre invité aujourd'hui est l'ambassadeur de la Fédération de Russie en Centrafrique, Alexandre Bikantov. Monsieur l'ambassadeur, merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions aujourd'hui. Ma première question sera plutôt d'ordre général. Comment évaluez-vous dans l'ensemble l'état actuel des relations bilatérales? Merci beaucoup d'avoir pris le temps de venir en République centrafricaine et à l'ambassade de Russie pour parler de la RCA. Les relations entre nos deux pays sont au plus haut niveau. Elles n'ont jamais été aussi étroites et aussi cordiales. Excusez-moi, une précision, même à l'époque soviétique? Je pense que oui, sans aucun doute. Les valeurs traditionnelles que nous partageons, la convergence et même la coïncidence absolue de nos positions sur les principaux problèmes de l'agenda international font partie des facteurs qui nous rapprochent. Les contacts réguliers entre les chefs d'État sont à la base de nos relations. Le dernier entretien de ce type a eu lieu l'été dernier à Saint-Pétersbourg, lors du deuxième forum Russie-Afrique, au cours duquel d'importants accords bilatéraux ont été conclus. Ils sont en train d'être mis en œuvre, notamment sous le contrôle de l'ambassade. Comment expliquer l'étroitesse de ces relations? Elle s'explique tout d'abord par le rôle que joue la Russie dans la résolution et le règlement des problèmes en Centrafrique. Il s'agit d'une mission complexe car nous sommes perçus comme le principal partenaire stratégique capable de résoudre de nombreux problèmes, allant de la sécurité à la mise en place des conditions nécessaires pour revitaliser et développer l'économie du pays. C'est essentiel. Depuis des années, le pays était plongé dans un conflit armé. Grâce à nous, il a été possible d'éviter l'escalade et le glissement vers la guerre civile. C'est ce qui compte le plus. Quelle est la différence entre notre approche et celle de la France, qui était présente ici jusqu'à une date récente? Du point de vue des domaines de participation et d'engagement, nous sommes en présence de deux approches fondamentalement différentes. Nous avons deux domaines principaux de coopération, la sphère militaro-technique et la formation du personnel. Dans le cas de la France, c'est un peu plus vague. Les Français ont un grand nombre de projets dans différents domaines, par exemple humanitaires. Jusqu'à récemment, ils étaient fortement présents sur le marché des carburants avec la société Total Energy. Mais les Français ne participent pas à la recherche d'une solution aux problèmes fondamentaux que connaît la Centrafrique, c'est-à-dire la mise en place des conditions nécessaires à sa survie, à la garantie de sa souveraineté nationale et de son intégrité territoriale. C'est ce que nous faisons, nous assurons les conditions essentielles pour que le pays puisse vivre, se développer et continuer à exister. Vous venez de mentionner la coopération militaro-technique. En quoi consiste-t-elle concrètement? C'est un sujet très important mais aussi très délicat. À la base juridique de la coopération se trouve un accord bilatéral entre le ministère russe de la Défense et le gouvernement centrafricain, signé en 2017. Le point clé est que la Russie participe à la formation des forces armées centrafricaines, y jouant même un rôle de premier plan. La coopération avec la Russie n'est pas le seul format dans ce domaine. Il existe aussi ce qu'on appelle le projet de réforme sécuritaire qui est géré par la MINUSCA et le gouvernement de la RCA. Bangui coopère avec l'Union européenne et le Rwanda sur la base d'accords bilatéraux. Néanmoins, c'est la Russie qui joue le rôle principal. Tout d'abord par l'organisation de forces armées modernes. Deuxièmement, en fournissant de l'équipement. Les armes légères au matériel de pointe, en particulier l'aviation, tout est fourni par la Russie à titre gracieux. Grâce à notre participation, une branche distincte de l'armée a été créée ici, l'aviation militaire qui comprend des hélicoptères polyvalents ainsi que des avions d'entraînement au combat L-39. Ces derniers peuvent également être utilisés pour la reconnaissance, l'interception, la lutte contre les drones, pour frapper des cibles terrestres et pour les combats aériens qui, bien sûr, n'ont pas encore lieu ici, mais sait-on jamais. De plus, la tactique, les éléments structuraux sont assurés par la Russie.
On utilise nos règlements militaires pour former le personnel, surtout des officiers et des sous-officiers, notamment des sergents. Sans la Russie, le problème de la création de forces armées n'aurait pas été résolu. Quels sont, selon vous, les résultats de la coopération sécuritaire entre la Russie et la République centrafricaine? Le principal résultat est que le gouvernement de la République centrafricaine contrôle presque 95% de ses territoires. Des conditions ont été mises en place pour assurer à la population une vie normale et pacifique, pour reconstruire l'économie et garantir son développement. Les investisseurs viennent ici et commencent à évaluer la situation. Certains font des investissements. La seule restriction est la capacité du marché. Mais objectivement, on n'y peut rien. En principe, ce n'est plus un pays où il est dangereux de se rendre. Personne ne le pense plus. C'est la chose la plus importante. Notre assistance consiste donc à aider le pays à assurer sa souveraineté et son intégrité territoriale, à établir l'ordre public et la sécurité, tant pour les citoyens que pour le fonctionnement de l'économie et de l'État à tous les niveaux. La Russie envisage-t-elle de renforcer sa présence militaire en RCA? Pour autant que je sache, il était question d'ouvrir une base militaire. Ce sujet est à l'agenda des négociations bilatérales au niveau du ministère de la Défense. Nous n'avons pas d'informations récentes, malheureusement, mais cette question n'est pas activement débattue pour le moment. En quoi la Russie et la République centrafricaine ont-elles intérêt à avancer dans ce domaine? L'intérêt de la Russie est lié avant tout à ses obligations morales et partiellement juridiques envers le peuple d'Afrique centrale et les autorités officielles de la République centrafricaine dans le domaine sécuritaire. La question de la sécurité est complexe. La situation évolue dans le bon sens, mais nous ne pouvons pas dire que nous avons désamorcé le problème, car il y a des formations armées illégales qui seraient entraînées et approvisionnées par des représentants occidentaux. Certaines organisations ou... Ils utilisent toujours le modèle proxy. Personne n'agit jamais sous son propre drapeau. Cela se fait au moyen de structures intermédiaires. Mais le fait est là, on l'a déjà repéré bien des fois. Il y a des preuves documentaires, des données du renseignement, donc c'est une certitude. Que sait-on des commanditaires? À qui cela profite-t-il? Dans quels intérêts? Il y a différents points de vue. D'une part, à un moment donné, certains ont besoin du chaos contrôlé. Il y a aussi visiblement l'objectif général d'évincer la Russie, et pas seulement de RCA, parce que la RCA n'a été qu'un élément déclencheur. En fait, l'expérience de la RCA a montré que la Russie est un partenaire attrayant et puissant sur lequel on peut compter. Si on regarde les pays du Sahel ou des sous-régions, on voit que les positions de la Russie se renforcent, alors que celles des partenaires traditionnels coloniaux, et pas seulement les leurs, s'affaiblissent. Comment expliquez-vous les sympathies de la population centrafricaine pour la Russie? Nous avons passé un certain temps ici, nous avons vu beaucoup de gens qui apprennent le russe et essaient de parler russe, qui aiment la culture russe. Comment l'expliquez-vous? Tout d'abord, la Russie n'a pas de passé colonial en Afrique et en RCA. Deuxièmement, nous sommes arrivés ici au moment le plus critique où la République centrafricaine avait cruellement besoin d'aide pour mettre fin à l'invasion de la capitale par des groupes armés illégaux, empêcher sa prise, le renversement du pouvoir et d'autres conséquences. C'est pourquoi l'aide de la Russie est toujours bienvenue et opportune. Elle est toujours constructive et capable de résoudre des problèmes de manière exhaustive. Quelle particularité de la mentalité des partenaires de la RCA pourriez-vous souligner? Ce sont des gens très sympathiques, travailler avec eux est agréable. Aussi bien les responsables que les gens du peuple. Ils sont tous optimistes, ils sourient toujours, ils sont assez polis, à commencer par les enfants. Les enfants ne s'approchent pas pour vous toucher en se demandant ce que c'est que cet étranger. Ce n'est pas le cas ici, ils sont très délicats. Ils ont le sens de l'humour, ils sont créatifs. Et ce qui lie les Russes et les Centrafricains, c'est le sens de l'hospitalité, toujours prêt à partager. Vous avez parlé des valeurs traditionnelles qui sont un point commun. Comment ça se manifeste-t-il?
Nos valeurs traditionnelles s'appliquent à 100% à la RCA, à la fois à la communauté musulmane, qui compte selon certaines données jusqu'à 20% de la population, et à la communauté chrétienne, naturellement aussi à ceux qui pratiquent des religions traditionnelles dans les coins reculés du pays. Comment expliquez-vous le fait que la langue russe soit de plus en plus populaire en RCA aujourd'hui? Beaucoup de gens dans la rue nous parlent en russe. À la base d'entraînement militaire, beaucoup donnent et exécutent des ordres en russe. La Russie est un acteur mondial de premier plan. La langue russe fait partie du patrimoine mondial, tout le monde le sait. Les citoyens de la RCA associent de plus en plus leur avenir à la Russie. Leur formation tout d'abord et dans une certaine mesure leur avenir professionnel, parce que nous formons le personnel en tenant compte des futurs projets conjoints en RCA. Des mesures importantes sont prises pour l'enseignement de la langue. Nous négocions actuellement avec le gouvernement centrafricain en vue de l'inclusion de la langue russe au programme d'enseignement obligatoire. À l'université de Bangui, un centre linguistique russe a été inauguré sous l'égide de l'Université de l'amitié entre les peuples. Maintenant, nous nous occupons du projet de construction d'un centre de formation russe où 10 enseignants russes résideront en permanence. Le complexe sera grand, on nous a accordé gratuitement une parcelle de terrain de 10 hectares. Nous sommes actuellement en train de résoudre l'aspect technique de la question. Nous attendons une délégation de Moscou qui négociera sur les détails techniques. Quels projets économiques sont actuellement mis en œuvre en RCA? Il faut malheureusement reconnaître que l'économie est une terra incognita pour les entrepreneurs russes. Il y a beaucoup d'opportunités ici, notamment dans le secteur minier, à la fois pour l'exportation et le traitement sur place du lithium, du cobalt, etc. Il y a toute une gamme de minerais différents, plusieurs centaines. Pour l'instant, les entrepreneurs russes observent. Il y a un projet réussi qui a été réalisé par l'opérateur Zarubezh Geologia. Il s'agissait de la création à distance d'une carte des minéraux. Nous pensons que c'est la base de tous les projets car cela peut stimuler l'interaction de la RCA avec d'autres partenaires dans différentes parties du monde, ce qui se met d'ailleurs en place progressivement. En ce qui concerne la demande intérieure, comme je l'ai dit, en raison de la faible capacité du marché, nos marques ne sont pas encore installées, ce sera peut-être pour l'avenir. Il y a 2 points encourageants. Récemment, une plateforme d'investissement a été créée dans le cadre de la Maison russe. À notre avis, elle peut être d'une grande actualité pour les petites et moyennes entreprises russes. Il existe déjà des exemples. Deuxièmement, nous sommes sur le point de signer un accord intergouvernemental bilatéral en vue de la création d'un groupe de travail sur la coopération commerciale et économique en matière d'investissement. De quoi s'agit-il? C'est l'analogue en miniature du modèle des commissions et comités intergouvernementaux bilatéraux créés avec d'autres pays. Ce sera un organe intergouvernemental de coordination. Ces organes se réunissent généralement une fois par an. Les protocoles finaux ont le statut d'accord intergouvernemental. En conséquence, ils sont mis en œuvre sans aucun problème. Qu'est-ce qui empêche des hommes d'affaires russes de venir ici? Peut-être une infrastructure trop peu développée? Pourquoi peu d'hommes d'affaires viennent-ils s'il y a beaucoup d'opportunités? Il y a 2 raisons principales. La première, ce sont les sanctions injustes qui créent des problèmes logistiques, des problèmes de virements interbancaires, auxquels s'ajoute le manque d'expérience dans les pays où il existe des unions monétaires et une monnaie rigide étroitement liée à l'euro. La seconde est le manque d'information, tout simplement. Comment résoudre ce problème? Nous sommes en train de résoudre le problème du manque d'information. Il sera résolu notamment à l'aide des structures que j'ai mentionnées, du groupe de travail sur la coopération intergouvernementale et de la plateforme d'investissement auprès de la Maison russe. De plus, nous recevons naturellement diverses demandes, malheureusement disparates et trop peu nombreuses, et nous essayons d'impliquer nos entreprises. Quoi qu'il en soit, elles ne perdent pas de vue la RCA, mais pour l'instant, ce n'est pas une priorité. Comment expliquer la perte d'influence de la France en RCA? La RCA a mûri, elle est devenue plus forte, plus sage, plus indépendante. En principe, la RCA n'a besoin de rien, à l'exception d'une petite aide dans certains domaines, par exemple la sécurité. Le peuple centrafricain a beaucoup de talent, les autorités sont très compétentes. Ici, on observe un alliage intéressant d'expériences pratiques, de compétences et de savoir académique. C'est très louable. La RCA est l'un des rares pays d'Afrique à avoir créé une crypto-monnaie, le Sango Coin. Elle n'est pas encore très répandue, mais c'est une expérience. Cela montre que le gouvernement est très créatif, qu'il travaille, qu'il cherche des moyens nouveaux. Comment les relations dans le domaine de l'enseignement évoluent-elles aujourd'hui?
L'enseignement ainsi que le secteur technique sont pour nous des domaines clés. Nous avons actuellement 2 secteurs clés. Il y a aussi l'économie dont le potentiel est très important, mais celui-ci n'a pas encore été réalisé. L'enseignement est une sphère qui se développe avec succès. En 2023, nous avons augmenté presque de 10 fois le quota d'étudiants centrafricains en Russie. Nous travaillons en ce moment à augmenter encore plus le quota d'étudiants pouvant avoir accès à une formation gratuite financée par la Russie. Nous formons tout le monde, civils, militaires, policiers, gendarmes. Dans tous les domaines, peut-on dire? Tous. La demande est importante et le nombre de candidats est 2 ou 3 fois supérieur au quota. L'intérêt est grand. Comme je l'ai déjà dit, les Centrafricains sont de plus en plus nombreux à envisager une formation en Russie. Y a-t-il beaucoup d'enseignants russes intéressés par la formation du personnel local ici? Après avoir accueilli avec succès une délégation de professeurs de l'Université de l'Amitié entre les peuples, nous avons compris que l'intérêt était très grand et que tout le monde attendait le feu vert, c'est-à-dire le moment où la construction du centre de formation commencera réellement et où la question de l'inclusion du russe au programme scolaire sera résolue. Il y aura ensuite des questions pratiques à régler. De combien d'enseignants avons-nous besoin? Constamment ou temporairement, en détachement, où les loger? Dans le cadre de la coopération, nous attendons maintenant un important lot de manuels en russe, presque 500 kilos à distribuer. En quelle matière? Des manuels de russe. Des manuels de russe Oui. en russe? Donc il y a une forte demande de la part de la population? Très forte. On nous pose toujours beaucoup de questions, les gens s'intéressent parce que la Russie est perçue comme une lumière dans les ténèbres. Mais y a-t-il des professeurs qui pourront enseigner? C'est difficile à dire. Pour autant que je sache, d'après les informations de Rossotrudnichestvo et du ministère de l'Éducation, ce n'est pas un problème. Il y en aura. La Russie est grande, nous avons beaucoup d'établissements d'enseignement, beaucoup d'expérience, de nombreux enseignants travaillent dans les ambassades, dans les écoles des ambassades. C'est aussi une expérience intéressante à faire. Nous savons également que la Russie fournit une aide humanitaire à la République centrafricaine. Avez-vous des chiffres sur le montant concret de cette aide? Nous avons récemment livré près de 50 000 tonnes de blé. C'était une décision du président russe, annoncée en marge du 2e sommet Russie-Afrique. L'aide est arrivée par le Cameroun via le port de Douala. Il y a eu une cérémonie solennelle pour la remise de l'aide à la partie centrafricaine. Le président de la République centrafricaine et moi y avons pris part. En outre, nous avons fourni une aide humanitaire d'une valeur de 2,5 millions l'année dernière, pas au nom du gouvernement russe, mais par le biais du Programme alimentaire mondial. 2,5 millions de dollars. Par le biais du Programme alimentaire mondial. Elle est arrivée en 2 étapes. La première partie est arrivée l'année dernière, la deuxième seulement en mars dernier, encore une fois à cause de problèmes logistiques. D'autre part, de petits volumes d'aide humanitaire sont fournis en permanence par la maison russe. Ai-je bien compris que l'aide dont vous venez de parler, celle qui faisait suite à la décision du président russe, était à titre gracieux? Exactement. Comment la population centrafricaine a-t-elle réagi? Nous avons reçu des lettres de remerciement. Le président, le premier ministre et tous les ministres centrafricains avec qui nous avons échangé nous ont remerciés personnellement car c'est un grand événement. D'autant plus que cela a coïncidé avec les difficultés liées à l'afflux de réfugiés en provenance du Tchad et du Soudan. Notre ambassade a reçu une délégation de responsables de la MINUSCA chargée des projets humanitaires. Ils ont aussi été très élogieux. Nous avons discuté de ces sujets. Quant à la distribution de l'aide, elle relève de la compétence du gouvernement de la RCA. Nous n'intervenons pas. Cela se décide sur place. La Fédération de Russie fournit-elle des nouveautés technologiques à la République centrafricaine? Non. Nos technologies sont attendues ici, en particulier dans l'industrie minière et l'agriculture. La RCA est très intéressée par les cultures et l'agrotransformation. Mais tout ceci n'arrivera qu'en même temps que les entreprises russes. Or, celles-ci ont fait savoir leur intérêt, mais ne s'installent encore pratiquement pas. Que peut-on faire pour pousser les entreprises russes à s'installer ici? Cela pourrait peut-être augmenter les échanges commerciaux entre les 2 pays. Il y a plusieurs difficultés, surtout un problème de logistique, d'interaction interbancaire. S'y ajoute une faible demande intérieure. La question de la solvabilité est donc sensible. Pour travailler ici, en particulier pour faire des livraisons quelconques sur une base commerciale, on doit utiliser des schémas flexibles à long terme et ne pas se concentrer sur les bénéfices commerciaux à court terme, comme la plupart des entreprises dans d'autres pays le font, parce que pour eux l'essentiel est la maximisation des revenus. Ça ne fonctionnera pas ici. Pourquoi?
Il y a des difficultés budgétaires et un faible niveau de solvabilité pour des raisons objectives. Elles découlent des conflits armés qui ont duré pendant des années. Travaillez-vous en lien étroit avec le gouvernement de la République centrafricaine et sur quelles questions clés? Toujours, nous préparons maintenant une délégation qui se rendra au Forum économique international de Saint-Pétersbourg. Elle sera conduite par le Premier ministre centrafricain. C'est tout un projet, nous en discutons essentiellement des points concernant l'organisation, mais nous nous sommes déjà entendus avec des collègues de RIA Novosti qui sont prêts à faire une interview. De plus, le Premier ministre est prêt à s'exprimer, à donner une évaluation globale des principaux problèmes économiques internationaux, des défis auxquels l'Afrique et la RCA sont confrontés. C'est très intéressant car pour nous, l'Afrique est un partenaire prioritaire et ce sera doublement bénéfique d'écouter le Premier ministre de la République centrafricaine, l'un des pays les plus pauvres du monde. À votre avis, à quoi ce paradoxe est-il lié? Après tout, la RCA est un des pays les plus riches en minerais, mais elle est en même temps l'un des pays les plus pauvres sur le plan économique. Comment l'expliquez-vous? De façon générale, ce sont les conséquences du colonialisme. De façon immédiate, ce sont celles d'un conflit armé qui a duré des années et dont la phase active a commencé en 2013. Aujourd'hui, grâce à l'entremise russe, il a pris fin. C'est pourquoi le rôle de la Russie et le respect envers la Russie sont si importants. Quelques mots sur le Forum économique de Saint-Pétersbourg. Quelles sont les principales questions qui seront abordées dans le cadre des relations bilatérales? Les Centrafricains sont intéressés par certains secteurs, notamment l'énergie, l'agriculture, la livraison de carburant et de lubrifiants et les investissements. Et comment la Russie réagit-elle? Sommes-nous disposés à les aider dans des secteurs qui sont sensibles pour nous? Des négociations sont-elles en cours? Nous sommes toujours très bien disposés, mais cela demande un examen. Comme toujours chez nous au niveau interministériel. Ça ne va donc pas très vite. Mais il y a tout de même du progrès, n'est-ce pas? Certainement, nous manifestons notre intérêt à tous les niveaux. Pour la RCA, la Russie est un partenaire stratégique. La RCA est notre ami proche. Nous ne pouvons pas rester neutres ou indifférents, parce qu'il existe un problème dont tout le monde est conscient, c'est le déséquilibre dans nos rapports. Nous sommes loin devant en ce qui concerne la politique, la sécurité et la coopération militaire. Mais ce n'est pas le cas dans les domaines de l'économie, de la culture et de quelques autres. Du coup, il faut remédier à ce déséquilibre. Peut-on considérer cela comme un début d'amélioration de la situation économique? La sécurité est quand même la base sur laquelle reposent les autres domaines. Et la situation sécuritaire en Centrafrique évolue dans le bon sens. Absolument. Grâce à la présence des instructeurs russes, le gouvernement centrafricain a décidé d'organiser ses premières élections municipales depuis 34 ans. 34 ans? Oui, parce qu'il n'était pas possible de mettre en place des autorités locales. Toute la gouvernance du pays était remise en question. Maintenant, il y aura un pouvoir uni et solide, et c'est aussi grâce à nous. La Russie peut-elle apporter une assistance quelconque? Oui, nous allons contribuer à assurer la sécurité. C'est le plus important. La sécurité des élections? Tout à fait, celle des bureaux de vote, des localités, des patrouilles. C'est important non seulement du point de vue physique, mais aussi moral. La simple mention de la présence de représentants russes encourage. Des ambassades régionales sont venues plus d'une fois nous demander d'ouvrir ne serait-ce qu'un poste de contrôle, sachant que dans ce cas, aucun bandit ne s'y risquera. Monsieur l'ambassadeur, merci beaucoup de cette intéressante interview. Donc, je rappelle, c'était l'ambassadeur de la Fédération de Russie en Centrafrique, Alexandre